Allô tout le monde, bienvenue sur ce nouvel épisode du Sideline. Aujourd'hui, on aborde un sujet controversé, mais avant de présenter le sujet, je vous présente notre invité. Il s'appelle Dr. Hébert Davies. Il est professeur agrégé à l'Université de Washington et il est directeur médical des services chirurgicaux à Harborview Medical Center. Il est expert en trauma et en membres supérieurs. Comme Dr. No vient de le mentionner, le sujet, c'est un sujet controversé. En fait, on parle de fracture de la clavicule. Puis, c'est un sujet controversé dans le sens que, selon les orthopédistes, selon les certaines pratiques, on aura un plan de traitement qui va être différent. Puis là, justement, mise en situation, vous êtes un jeune, vous rendez, faites votre sport, puis là, boum, vous avez une fracture de la clavicule, vous rendez dans l'hôpital près de chez vous, puis là, vous avez un orthopédiste qui vous donne un certain plan de traitement, puis là, vous dites, OK, mais c'est quoi qui se passe aux États-Unis? C'est quoi qui se passe, mettons, dans des hôpitaux un petit peu plus spécialisés? En fait, on a fait ça pour vous. Moi, j'étais un peu entre les deux, puis j'ai eu la chance de voir le type de pratique un peu différent entre Dr. No puis Dr. Hébert Davies. On va à la controverse pendant tout au long du podcast, je pense. Donc, bonne écoute! Salut, ici Karianne Driade, étudiante en médecine. Et Dr. Marie-Lynne No, orthopédiste spécialisée en médecine du sport pédiatrique. Bienvenue pour un nouvel épisode du Sideline, votre référence en médecine du sport. Alors que tu sois au repos ou à l'entraînement, bonne écoute! Alors, bonjour Jonah. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui sur le Sideline. En visite à Montréal des États-Unis. On est très chanceux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Super content d'être ici. Merci de l'invitation. Ça fait longtemps, hein? Ça fait très longtemps, en fait. Quand on commence un podcast, on demande toujours à nos invités de se présenter, de nous dire c'était quoi leur parcours. Mais avant que je te laisse le micro, je vais expliquer pourquoi on t'a invité. Dans le fond, il y a des sujets, ou pas des sujets, mais des problèmes que les jeunes peuvent avoir en faisant du sport qui touchent la trauma, des traumas qui surviennent dans le sport. Puis, souvent, les jeunes vont avoir un premier orthopédiste qui va leur proposer un traitement. Puis, si ça ne va pas en ligne avec ce qu'ils auraient imaginé, ils vont chercher une deuxième, troisième opinion. Puis, on voit souvent ça avec les fractures de clavicule. Donc, on va te laisser te présenter, puis après, les gens vont comprendre pourquoi on voulait t'avoir ici sur le Sideline avec nous. OK, super. Fait que moi, c'est Jonah Hébert Davies. Je suis originalement de Montréal. J'ai vécu ici mes plus ou moins 30 premières années. J'ai fait mon cégep ici, ma médecine ici, ma résidence ici, à l'Université de Montréal. Puis après ça, je suis allé en fellowship. Fellowship, c'est sur spécialisation en chirurgie, traumatologie orthopédique à Seattle. À l'Université de Washington, l'hôpital s'appelle Harborview Medical Center. Puis comme je sais que Marie-Lynne est très fan de Grey's Anatomy, c'est l'hôpital qui est basé sur Grey's Anatomy. Après ça, je suis allé à Saint-Louis, Washington University, qui est une autre université aux États-Unis, à Saint-Louis, qui est très bien en orthopédie. Puis j'ai fait une surspécialité en chirurgie de l'épaule et du coude. Après ça, je suis revenu un petit peu à Montréal, travailler à l'hôpital Sacré-Cœur. Puis depuis 2016, je suis retourné à Seattle. Je travaille à Harborview Medical Center. Donc, je m'occupe beaucoup des gens de traumatologie, de polytrauma. On est aussi le seul centre de niveau 1 pour tout l'État de Washington, puis on couvre aussi l'Alaska, le Wyoming, le Montana. Puis on est aussi le seul centre de niveau 1 pédiatrique. Donc, on voit beaucoup de pédiatrie, même si la dernière fois que j'avais fait de la pédiatrie, c'était à l'hôpital Sainte-Justine. C'est ça, à l'hôpital Sainte-Justine, 2010, 2011, je suis sûre que tu as été comme ça. super bien formé. Très bien formé. Et donc, moi, je vois beaucoup de trauma du membre supérieur, donc épaule, coude, avant-bras. Puis, je m'occupe beaucoup aussi des reconstructions post-trauma, donc des gens qui ont eu des traumas, puis après ça, qui ont des séquelles de ça. OK. Fait que tu as vraiment une expertise en trauma membre supérieur, ce qui va un petit peu avec notre sujet, les fractures de clavicule. L'autre chose qu'on voit souvent aussi, tu sais, nos jeunes athlètes, leur modèle, c'est des athlètes professionnels souvent. Puis quand ils se blessent ici à Montréal, par exemple, un joueur du Canadien, c'est pas rare qu'on entend qu'il va se faire traiter aux États-Unis. Donc, pour les jeunes, ben souvent, on se dit, bon, c'est sûr, c'est meilleur aux États-Unis parce que tous les professionnels vont là-bas pour se faire traiter. Donc, aujourd'hui, on va démontrer que le traitement qui est fait au Québec est aussi bon qu'aux États-Unis. C'est bon. Pour du moins les fractures de clavicule. Hein. Il faut comprendre deux choses, juste avant de rentrer dans le sujet, c'est que la raison pourquoi les joueurs
professionnels vont aux États-Unis a rien à voir avec la qualité, mais ça a à voir avec leurs agents. Et souvent, leurs agents, c'est des agents qui sont basés aux États-Unis et ils vont aller voir des médecins qui sont connus des agents, dans le sens... Qui ont une certaine réputation. Ils ont une réputation où ils ont traité leurs autres clients. Et donc, il y a quelques médecins aux États-Unis qui sont très bien connus des athlètes professionnels pour certaines spécialités. Donc, pour l'épaule, mettons un exemple, ce serait Neil Elatrash à LA. Pour le pied-cheville, il y en a d'autres. Donc, il y a vraiment des gens qui se sont taillés une petite place avec les joueurs professionnels de toutes les ligues. Et après ça, les agents disent non, on va t'amener là-bas, on va te faire voir. Donc, c'est vraiment pour ça. C'est pas nécessairement parce que la qualité de soins est inférieure au Canada. C'est juste qu'ils ne sont pas connus par les agents. Je pense que c'est vraiment important comme introduction. Il ne faut pas penser que, justement, au Québec, c'est pas bon. Mais... En fait, moi, je suis le même médecin que j'étais au Québec, aux États-Unis, je fais les mêmes choses. Donc, c'est pas vraiment la qualité, c'est juste la connaissance. On va avec ce qu'on connaît au lieu de passer à dire « Ah, ben peut-être que ce médecin-là est correct, on ne sait pas trop. » Puis c'est mieux comme ça. Fait que rentrons dans le vif du sujet, les clavicules. Je vais être la voix un peu du public. On va rentrer dans une mise en situation. Puis là, Dr No, en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est une chirurgienne orthopédique à Sainte-Justine. Puis là, Dr Jonah vient de se présenter, puis il est médecin orthopédiste à Seattle. Fait que là, on a vraiment 2 orthopédistes, même si Jonah fait son éducation à Montréal, il a quand même travaillé à Seattle. Fait qu'on a quand même une mentalité un peu américaine, puis une mentalité un petit peu plus canadienne. Fait que là, on va mettre des mises en situation. Moi, je vais être le patient, puis maintenant, j'ai 2 experts devant moi. Fait que je vais vous poser des questions, puis je vais être comme la voix du public, OK? Fait que là, première mise en situation, c'est moi, Karianne, et puis je joue au flag football, j'ai 16 ans. Puis là, je joue, ça se passe bien, mais là, je tombe par terre, je fais une très mauvaise chute parce que j'ai sauté, j'ai attrapé la balle, puis là, je tombe, boum, je pense que je me suis fracturé la clavicule. C'est quoi qui se passe? C'est quoi la suite des choses? Je m'en vais à l'hôpital, c'est quoi qui va se passer? C'est quoi que l'orthopédiste va dire? Fait que là, on peut peut-être commencer par Dr No, puis ensuite, on pourrait aller avec vous, Jonah. Bien, en fait, la première chose, quand on fait une évaluation d'un jeune qui s'est cassé la clavicule, on va revoir un peu ses antécédents. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé haute? Est-ce que c'est la première fois qu'il y a un trauma comme ça qui se passe au niveau des membres supérieurs? Après, on va regarder, on va examiner la région qui est blessée. À chaque fois qu'il y a une fracture, on veut s'assurer que c'est pas une fracture ouverte. Donc, on veut s'assurer qu'on voit pas l'os qui dépasse à la peau. Donc, ça, c'est une des choses qu'on va faire, voir s'il y a des déformations visibles. Puis, en orthopédie, on aime beaucoup les radiographies. Donc, on va faire des radios. Puis, sur les radiographies, on va pouvoir évaluer s'il y a une fracture, quel type de fracture, s'il y a des critères, s'il y a un déplacement, etc. Donc, à partir de là, on va pouvoir prendre une décision. OK. Puis là, mettons, moi, là, je rajoute un petit élément. Fracture, elle est quand même assez déplacée. Puis, est-ce que, mettons, elle est déplacée, est-ce qu'il y a un risque que ça touche mon poumon, puis là, que je fasse un pneumothorax? Bonne question. Fait que, moi, je suis totalement d'accord avec ce que Marilyn a dit. Il y a 2 autres choses que moi, je regarde. C'est vraiment l'examen neurologique et vasculaire du membre supérieur. Parce que, comme tu as dit... Moi aussi, je le regarde. Oui, je sais. Il peut y avoir une association, pas juste avec la fracture elle-même, mais du mécanisme de fracture. Ce que tu as expliqué comme mécanisme, c'est le plus commun. C'est des gens qui sont en sport de contact ou qui sont à bicycle, qui font une chute, puis ils tombent directement sur l'épaule. Donc, il y a comme une chute qui tombe sur l'épaule. La force est transmise de l'épaule, puis ça va fracturer la clavicule. Mais il y a d'autres types de fractures qui peuvent arriver avec une traction. Puis ça, tu peux avoir un problème au plexus brachial, qui est tous les nerfs qui sortent de la colonne qui vont vers le membre supérieur. Puis c'est super important de documenter ça au début parce que ça peut influencer. Je sais qu'on n'a pas supposé influencer le traitement Canada-US, mais la réalité, c'est que s'ils ont une atteinte nerveuse, ça peut être un autre traitement en faveur de vouloir faire quelque chose de plus ou de pas. Le poumon, c'est rare. Ça potentiellement pourrait arriver, mais c'est vraiment très, 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 très rare. Probablement, c'est plus en regard de... Peut-être qu'il y a une fracture des côtes associées.
Puis là, il y aurait un pneumothorax. Donc, c'est pas nécessairement la clavicule qui va causer un pneumothorax. Ça pourrait arriver, mais beaucoup plus rare. Tu sais, plus commun, ça serait qu'il y a une fracture de côte aussi qui est associée, puis ils font un petit pneumothorax. Puis c'est pas quelque chose qui est très grave habituellement. Peut-être si la clavicule est cassée plus au centre, là, plus médialement, là, comme des... Mais même là, en avoir vu beaucoup là, de haute énergie, c'est excessivement... C'est beaucoup plus commun d'avoir, mettons, comme 2 ou 3 côtes de fracturées qui vont causer un petit mini pneumothorax, à moins d'avoir un gros trauma. Ça, c'est une autre chose. Tu sais, mettons quelqu'un qui est mais comme dans un contexte sportif. Là. Mais contexte sportif, ça serait excessivement rare. OK. Fait que là, on fait un petit résumé. Moi, je me suis fracturé la clavicule. J'arrive à Sainte-Justine. Dr. No me dit que j'ai besoin d'une radiographie. On s'inquiète pas pour un pneumothorax. Est-ce que je devrais m'inquiéter pour le cas de plus grave? Est-ce qu'il y a des vaisseaux qui passent près de là, que je dois me dire, bon, ça y est, ça se peut que je meurs de mon sang ou quoi que ce soit au bout de mon sang? Ben en fait, c'est un peu comme le poumon, tu sais, c'est quand même assez rare. OK. C'est très rare. Puis ça serait les seules choses où il y a vraiment un risque plus important, c'est comme Marilyn en parlait, c'est une luxation sternoclaviculaire. Puis là, c'est la clavicule qui va être déplacée puis qui pourra comprimer les gros vaisseaux. Mais ça, c'est encore là, c'est très rare. Puis, c'est pas quelque chose qui arrive souvent dans les sports. Ça peut arriver, mais c'est pas très, très fréquent. OK, bon. Fait que là, j'ai fait un petit résumé. Puis j'ai posé quand même des questions de base, là, mais je pense que c'est important, on met bien la table. Puis là, j'arrive à Sainte-Justine, Dr. No, vous faites une radio, vous faites mon examen neuro, mon plexus brachial est correct, mes nerfs neurovasculaires, tout semble être correct. Puis là, ben, je me demande, c'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce que Dr. No, vous, à Sainte-Justine, puis après ça, on pourrait aller avec vous, Jenna? C'est quoi qui se passe après? Peut-être qu'on peut prendre la situation où il y a une fracture. Tu sais, le plus souvent, la clavicule fracture au niveau du tiers moyen. Fait qu'au milieu de la clavicule, dans 90% chez les ados. Puis si on prend la situation où la fracture est non déplacée, je pense que tout le monde s'entend sur le fait qu'on va faire un traitement qu'on appelle conservateur. Donc, on ne fait pas grand-chose. On va mettre le bras dans une petite attelle et on va attendre. En général, 3-4 semaines dans l'attelle, puis on va progresser en physio, etc. Puis en général, ça va bien. Pour une fracture non déplacée. C'est probablement 70% des patients, je te dirais. 60 à 70% des patients qu'on voit qui ont une clavicule, une fracture qui est minimalement ou non déplacée, qu'on va traiter de façon conservatrice, là, comme on a dit. La seule chose, c'est que moi, je suis peut-être un peu plus agressif. Je vais peut-être mettre 10 jours, 14 jours dans une attelle ou une genre de coffin collar, quelque chose où on tient le bras juste pour supporter. Puis après ça, on va commencer à faire de la physio très tranquillement, mais juste pour comme regagner les mouvements. Parce qu'un adolescent, à 2 semaines, il commence à avoir un peu de cale. On veut les faire bouger. On veut pas qu'ils deviennent trop atrophiques dans tous leurs muscles, tout ça. Donc, on va commencer à les faire bouger un peu plus rapidement. Mais à part de ça, ce serait à peu près la seule chose là, qu'on voit. Fait que vous me dites à peu près 21 jours. Jenna dit à peu près 10 à 14 jours. Puis, fait que, moi, dans le fond, si j'ai un orthopédiste, mon orthopédiste me dit... Ça tourne autour de là. Mon orthopédiste, il est bon même s'il me dit 21 jours. Si je comprends. OK. Puis, est-ce que c'est... Bon, je sais pas si c'est probablement une personne qui s'est fracturée la clavicule ou vous qui en avez vu plusieurs, c'est un peu stupide comme question, mais est-ce que c'est connu pour étant douloureux, une fracture de la clavicule, ou pas nécessairement? OK. En fait, moi, je te dirais, là, on parle encore chez les jeunes, mais je pense que chez même les jeunes adultes, là, mettons de 12, 13 ans jusqu'à mi-vingtaine, ça se ressemble. C'est surtout dans le sport que ça arrive. Habituellement, c'est bicycle, vélo de montagne, hockey, football, des choses avec des plaquages, là, dans le fond, où il y a un impact direct sur le côté de l'épaule. Fait que ça, c'est sûr que je vois le plus souvent. Chute, mettons, en gymnastique, des choses comme ça peut arriver aussi. Puis, ça dépend entièrement de la fracture, du déplacement de la fracture, comment il va y avoir de douleur ou pas. Donc, ceux qui sont très peu déplacés, c'est comme une craque qu'on voit au rayon X, ils peuvent avoir pas trop mal, ils sont confortables, on supporte le bras un peu, ça leur va. Ceux qui ont vraiment une déformation, puis il y a plusieurs plans de déformation qu'on peut expliquer là, si on veut, mais dans le fond, si la clavicule, ça ressemble à un os droit, un peu avec un S, là, si on veut, mais quand ça fracture dans le milieu, ça peut se déplacer comme en hauteur. Ça peut raccourcir, donc, parce que les muscles qui vont tirer sur l'os est brisé, il va raccourcir. Puis il peut aussi tourner. Donc, toute l'épaule peut tourner parce que les muscles vont essayer de déformer l'os. Donc, ce qui arrive, c'est que les gens qui ont vraiment très, très mal, ils arrivent avec une déformation, la peau qui est comme déplacée, qu'on voit l'os. Le bras est comme tourné, puis on les voit d'emblée, ils sont pas bien.
Ces gens-là, ils ont beaucoup de douleur. OK. Puis, mettons, là, je pense qu'on peut directement aller un petit peu dans cette idée-là. Il y a un patient qui se présente maintenant, la fracture, elle est vraiment déplacée, le patient est vraiment en douleur. En fait, moi j'arrive à Sainte-Justine, gros trauma. Puis là, docteur Arnaud, vous me voyez, je suis vraiment en douleur, mon épaule est comme Dr. Jonah vient de mentionner. Fait vous, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la suite des choses? Bien là, dans le fond, on rentre dans le chapitre des fractures de clavicule déplacées. Fait que ça, c'est, comme on l'a expliqué, souvent le déplacement, il va y avoir un chevauchement. C'est comme un des critères qu'on regarde. Là, on mesure de combien la clavicule est chevauchée. Puis c'est là qu'on décide qu'est-ce qu'on fait comme traitement. Donc là, ça plaît quand même à l'esprit pour un orthopédiste ou même pour un parent qui voit les deux os comme tout croche. C'est sûr qu'on se dit, mais ce serait tellement mieux d'aller les remettre comme il faut, avec une belle plaque, des vis. Puis comme orthopédiste, on veut que tout ça soit bien rétabli. Donc, ça plaît vraiment à l'esprit de faire ça. Puis, cette tendance-là à faire des chirurgies a vraiment été stimulée, si on veut, par une grande étude canadienne qui a été faite, publiée en 2007 environ, par un groupe canadien qui font de la trauma. Puis, ils ont démontré, puis là, il faut vraiment mettre un bémol ici, c'était des adultes, c'était fait sur des 18 ans et plus. Puis, ils ont démontré que les gens qui étaient opérés avaient une meilleure fonction ou du moins retournaient à leurs activités plus rapidement. En fait, l'étude, c'était qu'il y avait moins de non-union. Fait que ce qu'il faut comprendre, c'est que depuis les années 60, on étudiait les clavicules, puis on pensait que toutes les clavicules guérissaient, il fallait rien faire. C'était comme juste, on appelait ça benign neglect en anglais, là. Ça veut dire qu'on fait juste comme oublier, puis on fait pas trop attention. Puis après ça, ils ont commencé à regarder les chiffres, puis en fait, c'était comme un taux de non-union, c'est-à-dire que la fracture qui guérit pas, c'est autour de 15% quand ils ont regardé des grosses séries, genre des milliers de patients. Puis là, on dit, c'est quand même plus haut que ce qu'on pensait. Fait que là, ils ont fait l'étude randomisée où ils ont randomisé les gens à être opérés ou non. Facile. Même clavicule, toi, tu as chirurgie, toi, tu n'as pas de chirurgie. Toi, tu as une chirurgie. Décidait au hasard si ils étaient opérés ou non. Puis après ça, ce qu'ils ont trouvé, c'est que quand on fait des études, ce qu'on regarde vraiment, c'est l'issue primaire ou le outcome primaire. Puis c'était le taux de non-union. Donc, les gens qui ne guérissaient pas versus les gens qui guérissaient. Puis quand tu regardes dans la série, c'était presque 0% pour ceux avec la chirurgie, puis à peu près 15% avec ceux qui n'avaient pas de chirurgie. Puis l'autre chose, c'est qu'on appelle la malunion. Donc là, l'os guérit, mais guérit croche. C'est à peu près 0% avec la chirurgie, puis 15% pas de chirurgie. Fait que là, tu as 30% des gens qui soit guérissaient pas ou qui guérissaient croche, versus à peu près 2%. Fait que là, ça commençait à faire, wow, OK, là, il y a une différence. Fait que l'issue primaire de cette étude-là, c'est vraiment ça. Après ça, les gens ont commencé à faire d'autres études, ils ont trouvé d'autres avantages ou gains qui pourraient être secondaires à ça, mais vraiment, l'idée principale, c'était de diminuer le taux de non-union puis de malunion. Fait que ces chiffres-là, tu sais, on comprend que c'est quand même encourageant, puis on se dit, quand on voit ça, il faut faire des chirurgies pour les fractures de clavicule. Puis même si c'était pas la même population qu'en pédiatrie, veut pas, ça plaît à l'esprit, puis on se dit, il y a des chiffres qui supportent ça, puis la tendance, c'est même étendue jusqu'à la population des plus jeunes. Mais, bémol, parce que les enfants, c'est pas des petits adultes, hein. C'est super important à comprendre. Puis, ils ont un super pouvoir de guérison qui est vraiment plus grand que chez les adultes. Donc, c'était, tu sais, on prenait ces données-là, on les appliquait pour les jeunes, mais on n'avait pas vraiment de données pour cette population-là. Fait que ça a été fait. Fait que ça a été l'idée là, par des gens à Boston. Puis on fait une grosse étude qui a impliqué 8 différents centres aux États-Unis. C'est l'étude de FACTS. En tout cas, peu importe ce que ça veut dire. Je ne le dirai pas en anglais. Mais cette étude-là a inclus de façon prospective, c'est-à-dire qu'on faisait vraiment l'étude pour avoir des réponses. On inclut plus de 400 jeunes entre 10 et 18 ans sur une période de quelques années. Puis ça, c'est de loin la plus grosse étude en pédiatrie. Là. Juste pour donner une idée, les autres études avant, c'était comme moins de 100 patients. C'est beaucoup des études rétrospectives. Fait que chaque étude avait un peu ses données, mais t'sais, on s'entend que les gens qui font de la recherche, souvent, c'est des centres de référence. Fait que c'est sûr que moi, à Sainte-Justine, si je regarde juste mes patients, mais je vais avoir plus de non-union, de mal-union, parce que les gens vont tous nous les envoyer à nous.
alors que cette étude-là inclut vraiment un maximum, un vraiment gros échantillon. Donc, ça, c'était l'introduction. Tout ça pour dire que leurs résultats en pédiatrie, que ce soit une chirurgie ou pas de chirurgie, puis ils ont même fait des sous-groupes d'analyse là, avec les patients qui étaient extrêmement déplacés. Ils ont juste inclus les patients qui avaient plus que 2 cm de chevauchement. Il n'y avait absolument aucune différence en termes de score de qualité de vie. Et la seule différence qu'ils ont vraiment trouvée, c'est qu'il y avait plus de complications sérieuses dans le groupe opéré et plus de risques d'avoir des réopérations qui n'étaient pas prévues. Donc, c'est quand même non négligeable comme résultat, là. Cette étude-là démontre vraiment qu'il n'y a pas de... Il n'y a vraiment aucun avantage à opérer un jeune, à part si c'est une fracture ouverte ou... Mais non, juste si c'est une fracture ouverte. OK. Fait que c'est un débat, hein, c'est ça. Fait que moi, je suis ici pour dire la contrepartie. Fait que, comme on dit souvent... Non, tu peux être d'accord avec moi, il n'y a pas de problème. Je suis presque toujours d'accord avec toi, mais celui-là, je veux dire, il y a juste une petite différence. La littérature, on interprète comme on veut un peu. Hein? Je veux dire, on peut prendre les faits, puis on peut les regarder, puis regarder un peu c'est quoi les problèmes de chaque étude, puis il faut analyser les résultats en fonction de ça. Donc, chaque étude, il n'y a pas d'étude parfaite, puis il faut essayer d'analyser les résultats puis d'appliquer ça à nos patients par rapport à leurs caractéristiques, leur vie, peu importe. Le problème majeur avec toutes ces études-là, c'est qu'ils ne regardent pas la déformation 3-dimensionnelle de la clavicule. Comme je parlais de le bras, ils regardent juste simplement... Puis c'est difficile parce qu'il n'y a pas de bonne façon de quantifier la déformation. Fait qu'ils regardent des radiographies qui sont 2-dimensionnelles, puis ils mesurent, puis ils trouvent des choses. L'autre chose, c'est que si tu regardes l'issue primaire de cette étude-là, c'est à 2 ans. Donc, c'est sûr qu'à 2 ans, il ne devrait pas avoir grande différence tant que la clavicule est guérie. La seule chose qu'on pourrait se dire, c'est que si la malunion cause beaucoup de problèmes, ça pourrait augmenter ou diminuer la qualité de vie à 2 ans. Mais c'est pas clair exactement comment ça peut être mesuré parce que les scores de qualité de vie pour la clavicule sont pas super bien faits. On prend des scores pour l'épaule, puis on les met à peu près pareil. L'autre chose, ça ne regarde pas, c'est le retour au sport, qui est plus rapide ou pas. Des fois, pour les gens, surtout les athlètes professionnels, je sais que c'est dans l'étude, mais c'est par rapport à le protocole, pas nécessairement à comment on peut retourner au sport. Donc, dans le fond, nous, on avait regardé les joueurs professionnels de la NFL puis de la NHL, puis ce qu'on a regardé, c'est quand il y avait une opération ou pas, il est retourné à 6 semaines ou à 8 semaines. Ce qui est complètement... fou, peut-être. Comme retour au jeu complet, sans limitation. Ouais. Ce qui est très, très... Mais on parle de gens qui font ça pour leur professionnel, qui prennent un risque calculé parce qu'ils ont besoin pour leur vie professionnelle. Mais ce que j'ai trouvé, peut-être plus chez mes patients, mais vraiment aussi quand on regarde un peu plus la littérature, c'est que c'est probablement plus sécuritaire de renvoyer les gens à leur activité de base plus rapidement ce qu'on fait. Puis... pour faire ça, il faudrait établir c'est quoi comme un retour au sport acceptable. Donc, il y a comme des mesures qu'on pourrait faire en termes de force. Des critères de retour au sport, ouais. Puis ça, c'est pas bien établi dans beaucoup d'études. Donc, ce qui arrive, c'est qu'on dit, vous pouvez retourner au sport quand le chirurgien dit que c'est correct. Mais on sait que ça vaut rien. T'sais, nous, on n'est pas là pour évaluer les patients à chaque semaine, ou même de façon quantitative. Fait que ça, c'est un autre bémol que je te dirais que moi, je vois beaucoup chez les adultes quand je les traite, c'est que les gens sont beaucoup plus rapidement mieux. Okay? À 2 semaines, quand je fais une chirurgie, ils reviennent, ils ont tous leurs mouvements, ils n'ont plus de douleur, ils n'ont plus d'attelle, ils sont excessivement contents. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas bien quantifié dans la majorité des études. La rapidité du retour à normal, si on veut. Fait que ça, c'est une autre chose qui pourrait influencer. Moi, si j'ai un patient qui est comme... qui veut aller au college, au NCAA, mais qui est au secondaire. Puis là, il dit, là, moi, si je manque ma saison, je peux pas aller au college, j'aurai pas ma bourse. Tu sais, c'est quelque chose comme, je sais pas, là, aux États-Unis, ça vaut peut-être $250,000. Tu sais, ils perdent leur bourse, là. Fait que pour eux, c'est une grosse décision. Fait que, tu sais, c'est une grosse affaire. Fait que là, je pense que c'est là où il y a de la nuance qui peut être faite par rapport à ce qui existe en littérature. Les autres choses, c'est pour moi, un patient de 10 à 15 ans, c'est pas la même chose qu'un patient de 15 à 18 ans. Parce que on sait que les jeunes, quand ils ont encore leur plaque de croissance ouverte, ils peuvent avoir un remodelage de l'os. Donc, même s'ils ont une méga déformation, même si l'os est vraiment très grand, ils peuvent avoir du remodelage. Puis, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont
retrouver une forme plus normale de l'os. Mais même, tu sais, la clavicule, c'est un des derniers à finir de grandir. Fait que même les 15 ans, surtout les garçons, moi, je mettrais la ligne un peu plus haute quand même 100%. pour le remodelage. Mais moins qu'à 10-13 ans. Tu sais, pour moi, à 10-13 ans, ils ont énormément de potentiel de remodelage. J'opère quasiment jamais. J'ai opéré un patient à 13 ans de ma vie. C'était une fracture ouverte. Non, c'était une fracture genre 500% déplacée, mais c'était la peau était comme presque brisée. Là. Mais à part de ça, je dirais que c'est quelque chose à regarder dans les sous-groupes. Tu sais, vraiment, si tu veux analyser un groupe d'enfants pédiatriques 10 à 15 ans, ça serait essentiellement, on ne devrait pas les opérer, je pense, pour la majorité des patients. Mais à 15-18 ans, je pense que c'est pas des jeunes adultes, c'est pas des mini-adultes, mais le potentiel de guérison est bon encore, le potentiel de remodelage est moindre. En pas fait, zéro. Le potentiel de guérison est vraiment excellent. Ouais. Fait que peut-être le remodelage commence à diminuer, mais le potentiel de guérison est vraiment bon. Puis ce que tu décris à 2 semaines, que tu vois tes post-op qui vont bien, bien en pédiatrie, c'est quasi à 2-3 semaines qui vont tellement bien. Mais en fait, c'est pour ça que moi, je fais le traitement conservateur un petit peu plus longtemps, parce que je sais qu'ils vont aller bien rapidement, puis qu'ils vont commencer, malgré ce que je dis, à bouger un petit peu plus vite. Fait que quand je les vois à 3 semaines, ils ont déjà des mouvements complets. Ils sont déjà comme prêts à retourner au sport. Mais comme tu dis, on n'a pas de critères de retour au sport. Puis la crainte qu'on a tout le temps, c'est la refracture. C'est qu'on les retourne au sport, puis ils reçoivent un petit coup qui est peut-être moins intense que la première fois, puis que ça recasse. Mais toi, avec une plaque, tu sais, c'est quand que tu es confortable? Mettons, à 2 semaines, ils disent « Ah, je suis top shape. » Probablement, je commencerai à faire de l'entraînement à 3 semaines, tu sais, commencer à faire... moi, je les laisse... je fais amplitude articulaire actif-passif immédiatement, post-op. Là. Fait que je fais la chirurgie, le lendemain, ils ont le droit de faire tous les mouvements qu'ils veulent, actif, passif, peu importe. À 2 semaines, on commence à faire un peu plus en termes de choses. Puis à 6 semaines, je commence le renforcement selon tolérance. Fait que, puis admettons, retourner, là, tu sais, jouer au hockey, un match. Si, là, ça va dépendre un peu avec leur niveau, leur physiothérapeute, ce qu'ils ont été capables de faire dans le gym. Si tout ça, ça va bien, puis se sentent plus ou moins normal, moi, je le retourne. J'aurais fait pas... qu'à 6 semaines. Peut-être 6-8 semaines. Puis c'est pas vraiment basé sur la science, là, c'est basé plus sur comment eux, ils se sentent. C'est sûr que tu veux qu'il y ait ce qu'on appelle la proprioception qui est rétablie, fait qu'ils sentent bien leurs bras dans l'espace, là, si on veut, que leurs réflexes sont retournés un peu plus normaux. Tu sais, fait qu'il y a quand même des critères qui sont, je dirais, soft, là, qu'on appelle, qui sont pas exacts, mais moi, j'essaie de voir comment eux, ils se sentent, puis après, on augmente tranquillement, puis vois comment tu te sens. T'as-tu vu des refractures? Pas encore. Des fractures au bout de la plaque, là, non? Jamais? Non. Impossible. OK. Ouais, c'était ça ma question, en fait. Mettons, ben là, je comprends que je n'ai très... Mettons que moi, j'arriverais à Seattle, c'est sûr, comme après c'est que tu m'opérais ou même pas tant que ça? Ça dépend. C'est une discussion. Moi, c'est beaucoup avec moi, je te dirais la forme 3-dimensionnelle de déformation. Fait que quand je vois un patient qui rentre avec les épaules bien droites, qui est confortable, qui respire bien, même si la clavicule est très déplacée chez un jeune, on va essayer sans chirurgie. Un patient qui rentre comme plié en deux, qui a de la douleur, qui n'est pas capable de prendre des grandes respirations, qu'on voit que l'omoplate, il y a comme une rotation de l'omoplate. Pour moi, ces patients-là, ils ont besoin d'être dérotés. C'est juste quelque chose qui arrive. Tu les vois à 6 mois, puis ils guérissent comme ça, ils ont de la misère, ils ont de la douleur. Ces patients-là, quand ils sont adultes, parce que je traite beaucoup plus d'adultes, dans la salle de réveil, donc après la chirurgie, ils se sentent mieux. Je viens de faire une chirurgie avec une cicatrice de peut-être 8 cm. On coupe l'os, on brise tout, puis ils se sentent mieux. Déjà à la salle de réveil. Puis c'est à cause de cette impression de l'épaule. C'est plus rare chez les adolescents, mais quand ça arrive, pour moi, c'est plus un critère de chirurgie. Puis encore une fois, c'est pas très facilement quantifiable. Et est-ce que tu verrais comme une indication à faire un scan pour justement mesurer un peu le déplacement 3D? Puis, sauf que le scan, c'est difficile de quantifier. Fait qu'il y a un groupe à Stanford qui a inventé une technologie qui est basée sur le LiDAR, là, ce qui existe sur le téléphone, là, ce que beaucoup d'autos autonomes qui vont utiliser pour conduire tout seul, là, automatiquement. Mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils prennent des photos avec le téléphone, puis après ça, avec
programmes sur le téléphone puis sur un autre là, qui sont capables de quantifier, un peu comme ce qui s'est fait pour la scoliose avec à Sainte-Justine, beaucoup de recherches. En topographie. En topographie, puis ils peuvent voir la déformation trois-dimensionnelle. Fait que je pense qu'ils vont publier là-dessus cette année ou l'année prochaine, parce que s'ils ont fini leur cohorte, là. Mais c'est vraiment intéressant comme technologie. Je pense que c'est ce genre de choses où on s'en va plus dans le futur pour déterminer vraiment une vraie déformation par rapport à juste des rayons X qui peuvent être plus ou moins parlants. Fait que là, de ce que je comprends, dans le fond, moi, je me suis fracturé la clavicule, j'arrive devant vous, puis qu'est-ce qui va plus déterminer, ce serait le degré de déformation de ma fracture. Mais comment... Degré de déformation, symptômes, qualité de vie présente, retour au sport désiré, retour à l'activité, niveau d'activité de base. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui, par exemple, fait juste jouer à des jeux vidéo, veut juste être assis devant la télé, puis il n'y a pas vraiment une aspiration très haute à un niveau de sport, bien là, parce que le risque il vaut plus, là, tu sais. C'est parce qu'à chaque fois qu'on fait une chirurgie, il y a un risque qui n'est pas zéro. C'est quoi les risques? Mais on peut en parler, mais il faut juste balancer les risques avec le potentiel de bénéfice. Puis après ça, c'est un calcul actuaire, tu sais, c'est un calcul qu'il y a à faire comme pour des assurances. Est-ce que ça vaut la peine que je paye des assurances pour ça ou pas? Puis c'est juste ça pour moi, en fait. Après ça, c'est une bonne discussion avec le patient, puis surtout avec les parents, pour expliquer c'est quoi le but de tout ça, puis est-ce que ça vaut la peine ou pas. Puis après ça, c'est ça. Les risques, pour moi, c'est ce que Marilyn en a parlé un peu, mais de base, c'est le risque de non-union, de malunion, donc que l'os guérit croche ou que l'os guérit pas. Ouais, un ou l'autre même. Tu sais, il faut vraiment toujours parler. Quand on parle aux patients, on parle de consentement libre et éclairé. Je suis sûr que tu as appris ça. Puis, dans le fond, il faut parler de toutes les options. Il faut expliquer les options aux patients, puis il faut vraiment leur expliquer c'est quoi les chances que ça arrive dans les deux. Fait que là, on parle, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Puis on essaie de donner la meilleure réflexion pour le patient puisse faire. Fait que là, pour la chirurgie... Si on prend le non-union, malunion, tu sais, dans l'étude adulte, il y avait vraiment une grosse différence entre les deux, entre chirurgie versus pas de chirurgie, mais en pédiatrie, dans l'étude des 10-18, il n'y avait pas de différence, que ce soit traité chirurgicalement ou non, entre les malunions et les non-unions pour les fractures déplacées. Fait que ça, c'est important de bien... Ce qui est surprenant pour les malunions, parce que c'est pas comme s'ils pourraient revenir à leur place. L'hypothèse, c'est qu'effectivement, au début, quand la fracture est fraîche, on a comme une position antalgique, donc on se place dans une position plus confortable, mais les ados guérissent tellement plus vite, puis ils ont plus de résilience, puis tout ça, puis que naturellement, ils vont comme se redresser, puis tu sais, un peu se repositionner. Sauf que là, c'est guéri pour repositionner. Mais tu sais, au début, non, ils se repositionnent avant qu'ils guérissent. OK, je comprends. Parce qu'ils ont moins mal, parce que là, ça commence à guérir. Tu sais, ils sont plus tolérants à la douleur. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Ça commence à être un peu plus solide parce qu'il y a un cal, tu sais. Fait que là, ils se redressent, puis là, tranquillement, ils font tellement bien faits. L'ostéogenèse par distraction. C'est ça, naturel. Fait que là, de ce que je comprends, moi, j'arrive devant vous, puis les risques, j'ai pas trop compris c'était quoi, mettons, les risques que je me perds. C'est ça. Fait que là, les risques pour la chirurgie, il y en a. Risque cardiovasculaire, très, 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 très faible, mais jamais zéro. OK? Fait que tu pourrais avoir une anomalie génétique qui fait que tu métabolises pas les médicaments anesthésiques. Il y a des problèmes qu'on perçoit seulement à la chirurgie, des gens qui font ce qu'on appelle des chocs anaphylactiques à des médicaments, des allergies. Il y a d'autres gens qui ont une malformation cardiaque qui n'a jamais été dépistée. Puis, bon stress pour le système, c'est d'aller en anesthésie. Ça, c'est comme chez les enfants adultes ou les enfants adolescents, jeunes adultes qui sont en bonne santé, qui n'ont pas de problèmes connus. On ne parle pas de gens qui ont des problèmes connus, là, qui ont des maladies de longue durée, mais des gens qui sont complètement asymptomatiques, qui sont corrects, qui n'ont jamais eu de problème. C'est comme 1 dans 1 million. C'est très, 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 très bas. Mais c'est jamais zéro. Ça peut arriver. Ça, c'est la première chose. Les autres choses pour la chirurgie, c'est des problèmes de guérison de peau, des problèmes d'infection, à peu près 1%. Très rare, mais ça peut arriver. Puis après ça, les choses les plus graves, je dirais, c'est comme Marilyn a parlé, des fractures autour de l'os et la plaque. Donc, c'est-à-dire que la plaque est très, très solide. L'os est plus mou. Et ce qui arrive, c'est qu'ici, il y a un autre coup, l'os tend à fracturer autour de la plaque. Donc, ça devient plus compliqué parce que il faut enlever la plaque, il faut guérir parce que là, ça devient un autre problème. Finalement, il y a les gens qui trouvent que les plaques et vis, c'est
ça les dérange à long terme, qui ont besoin de les faire enlever. Dans la littérature, les pourcentages, c'est comme de 10 à 25%, ça dépend. Mais je pense que de plus en plus, avec les nouvelles technologies où on fait... En tout cas, moi, personnellement, je fais beaucoup de plaques low profile, des plaques mini-plaques. Puis moi, je mets double plaques. Donc, je mets 2 plaques sur la clavicule à angle 90 degrés. J'enlève plus de plaques. Ça fait 8 ans que j'ai pas enlevé une plaque de clavicule depuis que j'ai changé ma façon de faire. Puis, en tout cas, moi, fait que, tu sais, ça, c'est un risque, mais c'est pas zéro, mais c'est pas nécessairement aussi haut que ce que les gens pensent. Puis, tu sais, je pense que oui, chez les adultes, c'est ça, mais les chiffres sont quand même impressionnants chez les jeunes. Là, on parlait de salle d'op comme non prévu de 10% et taux de complication de 20% quand même par rapport à ceux qui avaient eu juste le traitement conservateur qui était à 5%. Fait quand même des taux assez élevés, là, 5% versus 20% de complications. 20% étant pour ceux qui ont été opérés, ce qui n'est pas banal. Puis, mais ça inclut le retrait des plaques. Ça inclut le retrait des plaques ou, tu sais, le bris cutané parce que, tu sais, les jeunes, sont souvent plus actifs. Deuxièmement, ils portent un sac à dos, mais le sac à dos est directement sur la plaque. Puis là, c'est sûr que toi, tu es spécialisé en trauma. Fait que peut-être que tes techniques font en sorte que la plaque ne dérange pas ou bref, c'est différent. Mais le classique, là, si on prend une fixation standard, c'est que la plaque est sur le dessus de la clavicule, puis on met un sac à dos dessus qui frotte non-stop. Fait que le risque, c'est que la plaque devient carrément exposée, puis qu'à un moment donné, on voit juste le métal qui sort là, au niveau de la peau. Puis ça augmente le risque de faire des infections. Je dirais que c'est moins bon, ça. C'est moins bon comme quand la nos plaque. Collègues nous disaient avant. Là. C'est moins bon, ça. Mais l'autre chose que j'aimerais rajouter dans les risques, c'est la façon qu'on fait la chirurgie. Tu sais, justement, cette technique standard-là, c'est qu'on drille à travers la plaque, à travers la clavicule, mais qu'est-ce qu'il y a juste en dessous de la clavicule? Le poumon. Donc, c'est un risque quand même aussi qui existe. Ouais. Même si c'est très, 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 très rare, c'est pas banal d'aller opérer une clavicule. T'sais, on est proche du poumon, on est proche des gros vaisseaux, etc. Fait que c'est des risques qui sont présents, qui sont pas nécessairement là quand on opère une cheville ou quasi n'importe quel autre os du corps. Mais en fait, oui. Puis ça va aussi avec le fait de... pour moi, toutes les chirurgies... c'est relatif au chirurgien ou à la chirurgienne qui le font. Dans le sens que quelque chose qui est très, très poussé, qui est très difficile, avec un chirurgien qui n'est pas habitué, c'est moins bon, le résultat va être moins bon, la qualité de l'acte va être moins bonne que si c'est quelqu'un qui fait juste ça. Donc, quand les gens vont chercher à plusieurs opinions, des fois, c'est correct que la personne qui en fait moins veuille traiter quelque chose sans chirurgie parce que pour eux, le risque le calcul de risque-bénéfice devient inacceptable. Je te donne un autre exemple, parce que je sais que c'est pas exactement la clavicule, mais on en voit beaucoup, des fractures d'humérus. C'est une autre fracture où les gens parlent vraiment de traitement chirurgical versus non chirurgical. Ça arrive beaucoup chez les jeunes aussi. C'est les mêmes discussions. Ça guérit bien, pourquoi on les opère? On peut les traiter avec ce qu'on appelle un functional brace, un Sarmiento, quelque chose de natel, puis ils vont guérir. Fait que pourquoi on ferait une chirurgie? Ben, quand tu vas voir quelqu'un puis ils ont un taux de complication de 20-25%, ben c'est clair que pour eux, ça ne vaut pas la peine. Mais quand tu vas voir quelqu'un qui a un taux de complication à 1%, mais là, ton risque ton calcul risque-bénéfice change. Mm-hmm. Fait que ça aussi, c'est important de comme demander au chirurgien, ben vous, est-ce que vous avez déjà eu un pneumothorax? Ah oui, ça m'arrive une fois par mois. Ben, peut-être que c'est pas la personne à aller voir, toi. Puis, mais vous, combien de fois vous enlevez des plaques pour une clavicule? Ben, moi, quand le patient me demande, moi, je peux lui dire avec confiance, j'ai pas enlevé une seule plaque depuis 8 ans. Mais d'autres, ils vont avoir un taux de retrait de 25%. Ben là, ils peuvent prendre leur décision. Puis moi, j'ai des patients très actifs qui vont, tu sais, à Seattle, il y a beaucoup de montagnes autour. Les gens, ils vont faire des hikes, ils vont en plein air beaucoup. Puis même à ça, les gens, ils portent leur sac à dos. Tu sais, moi, j'ai opéré un de mes résidents, il est retourné travailler à 6 semaines, puis il n'a jamais eu de problème. Fait que, tu sais, je te dirais, c'est un peu bémol là, sur ça. La littérature, c'est bon pour généraliser un peu, mais après ça, il y a des petites
personnalisation. Mais je pense qu'il y a des nuances, puis c'est vrai que, ce que le patient, la famille recherche, le risque qu'ils sont prêts à prendre aussi joue dans la balance. Puis c'est certain que quand on est surspécialisé comme toi, puis tu sais, c'est vraiment comme notre domaine, puis on en fait tout le temps, puis etc., on a sûrement plus tendance à vouloir aller mettre tout ça droit, puis fixer, parce qu'on a des bons résultats. Mais la réalité, c'est que ça veut pas dire que c'est la bonne réponse non plus. Là. Juste parce que moi, je suis capable, ça veut pas dire que je devrais le faire. Puis moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Comme je dis, il faut vraiment avoir un œil critique de dire, attends, ça, oui, je suis capable de rendre mieux, mais est-ce que ça vaut la peine? Puis la réalité, c'est que c'est non. La prochaine partie, c'est que oui, probablement que toi, tu fais la chirurgie, les gens ont ça, mais probablement qu'à la base, quand on parle toujours, tu sais, il faut vraiment comprendre qu'on parle des 18 ans et moins, parce que c'est à ça que s'appliquent les chiffres qu'on a. Ben peut-être qu'à 2 ans, les deux auraient été aussi bien, dans le fond. Donc, tu sais, pour voir justement la balance de risque qu'on veut prendre, il y a plein de gens qui ont super peur de l'anesthésie. Juste l'anesthésie, ça leur fait peur. Donc, tu sais, dans ce contexte-là, mais c'est très facile. On dit, ben on y va avec un traitement conservateur, puis vous allez aller aussi bien que si on faisait la chirurgie. Donc, ça, c'est vraiment... vraiment, vraiment important de comprendre ça. Fait que de ce que je comprends, si je suis avec un chirurgien orthopédique puis qui est bon, entre guillemets, mais lui, il va juste prendre la décision du pour et contre. Puis si sa décision serait de on n'opère pas, mais c'est probablement parce que si c'est lui qui m'opère, mais tu sais, j'aurais peut-être pas tant de bénéfices que ça. C'est plus une discussion avec le patient, puis entre, mettons, la chirurgienne puis la famille. S'il y a une discussion, puis le consensus après la discussion, c'est on opère, mais je pense que même Marilyn, elle opérait des gens qui ont... S'il y a des bonnes raisons. Moi, je veux aller aux Olympiques l'année prochaine. Pour faire ça, il faut que je sois de retour à l'entraînement dans 6 semaines. Pour faire, tu vois, puis ils sont capables de... Puis j'ai beaucoup de déformations, j'ai beaucoup de douleurs, puis je me suis cassé le fémur, puis je suis retourné tout de suite après, puis là, je suis vraiment pas capable. Tu sais, tu peux faire une histoire qui fait que, ben, OK, ouais, t'as raison. Ta radiographie est très déplacée. T'as l'air d'avoir très, très mal. Puis, t'as des bonnes raisons de vouloir te retourner plus rapidement. Je pense qu'on peut opérer. Versus quelqu'un qui a une fracture qui est peu déplacée, qui n'a pas très mal, qui veut retourner jouer aux jeux vidéo le lendemain. Et là, la décision est facile. Puis, je pense que des extrêmes, des deux bords, c'est très facile. Ce qui est plus difficile, c'est dans le milieu. Puis là, c'est comme, ben, il y a peut-être une bonne raison, mais pas... Flag football, c'est pas professionnel, peut-être. C'est comme, mettons, à la faculté, là, c'est du intermural ou quelque chose comme ça. Puis là, je dis, ben, tu peux attendre 6 semaines pour jouer le flag foot. Peut-être que ça va pas changer ta carrière en médecine. Mais c'est là où, on appelle ça la zone grise, un peu, ça devient un peu plus particulier. Puis là, c'est les autres choses qui vont jouer. C'est le désir des patients, c'est l'expérience puis l'expertise de la chirurgienne, de l'équipe, de la physiothérapeute. Tu sais, s'ils ont accès à une physiothérapeute qui est très, très, très active, qui va comme bien s'occuper des patients, ben peut-être qu'il n'y a pas de différence, ils peuvent le faire. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui vont venir en compte. Moi, je dirais que aux États-Unis, il y a plus de risques que les gens opèrent, mais pas parce que c'est la bonne réponse. Je sais pas si ça fait un sens, non, mais surtout parce que c'est plus une médecine qui est basée sur le retour... le retour au sport, aux activités. Ouais, moi j'aurais même dit plus comme retour financier là, à l'hôpital. Tu sais, il y a beaucoup... Genre, le patient vient me voir, je vais l'opérer parce que c'est comme ça. Faire une chirurgie, un traitement chirurgical, ça coûte 19 fois plus cher que de faire un traitement conservateur. Oui, c'est sûr. Sachant qu'aux États-Unis, c'est quand même une business, la santé aussi. C'est sûr que moi, si j'étais un gestionnaire d'hôpital, je dirais go pour la chirurgie aussi. Hein? C'est pas banal quand même comme incitatif. Je pense que c'est important aussi de dire qu'au Québec, les gens, ils se font pas opérer justement pour pas justement parce que c'est gratuit. Juste un petit bémol, là, parce qu'on dirait que mais je sais pas si c'est parce que de la façon que je l'aviez dit, on dirait que même à Sainte-Justine, là, même s'ils vous opèrent pas, c'est pas parce que c'est pas parce qu'ils veulent pas, c'est juste parce que, tu sais, nécessairement, on n'a pas de temps. Mais c'est parce que aussi, tu sais, moi, c'est sûr que je suis biaisée parce que je vois vraiment juste des athlètes de 18 ans et moins. Fait que c'est certain que pour moi, tu sais, les objectifs, il y a toujours de la place pour prendre 2-3 semaines de plus pour guérir. Tu sais, c'est à peu près ça. Dans le fond, là, si tu fais un traitement conservateur, tu vas peut-être être
mettons, 1 mois de plus arrêté, 4 semaines, 4-6 semaines max. Là. C'est pas tant que ça. Là. En tout cas, moins de 18 ans, c'est excessivement rare que ça va changer le cours de la vie sportive, etc. Fait que moi, c'est sûr que moi, mon équipe à Sainte-Justine, puis pas mal au Québec, tu sais, quand je vois des 2e avis, 3e avis, c'est souvent que le patient s'est fait dire, ben non, t'opéreras pas. Puis là, les gens veulent une chirurgie pour différentes raisons, fait qu'ils cherchent un petit peu partout pour avoir ça. Ben nous, on supporte beaucoup le traitement conservateur, c'est certain, avec cette optique-là que, dans le fond, on va peut-être retarder de quelques semaines, même si les données montrent qu'il n'y a pas tant de retard au retour au sport, là. Ça, je Mais trouve ça intéressant, mettons, qu'un patient qui se présente à Sainte-Justine, mettons, dans l'idée aux États-Unis, un patient, il se présente, il dit « Moi, je veux une chirurgie », nécessairement, il va l'avoir, mais à Sainte-Justine, c'est pas vraiment le cas, même s'il arrive avec des bons arguments, puis il dit... Pas nécessairement aux États-Unis non plus, là, ça va vraiment... Tu sais, c'est quelqu'un qui a une fracture non déplacée, je veux dire, moi, je l'opérerais pas, là, non plus, là, je veux dire, même s'il vient me voir. Ça dépend de l'expérience, là. Tu sais, si tu vas maintenant un ado qui se présente à Boston, au Boston Children's Hospital, là où ils ont fait l'étude, à mon avis, là-bas, ils sont rendus super conservateurs, tu sais, c'est de là que part l'étude, tout ça, donc... je suis pas mal certaine qu'ils ont changé pas mal leur pratique à cet endroit-là. Puis dans cette étude-là, on a même regardé comme un sous-groupe d'athlètes qui font des sports, des sports avec les membres supérieurs, des joueurs de baseball, etc. Puis il n'y avait pas de différence si on les traitait conservateurs ou chirurgie. Donc ça, c'était un argument de plus parce que ça aussi, on pourrait se dire, ben si tu fais un sport qui nécessite beaucoup de mouvements des bras, ça vaut peut-être la peine encore plus. Bref, on est encore en train de chercher un peu des critères pour se convaincre d'aller... des critères comme pour aller faire la chirurgie, puis... Je pense que ça, c'est une bonne façon de transition parce que c'est vrai pour toutes nos chirurgies. Il y a presque tous les problèmes qu'on traite qui peuvent être traités par chirurgie ou non chirurgicalement, qu'on cherche exactement le profil, les caractéristiques de la fracture du patient, de la situation pour dire cette personne-là a absolument besoin de chirurgie, cette personne-là a absolument pas besoin de chirurgie. Puis on ne le sait pas exactement. Puis ça, c'est vrai pour presque toutes les pathologies en orthopédie qui peuvent être traitées de deux façons. Parce que si on le savait, on se poserait pas la question, on saurait c'est quoi la bonne réponse. Fait que c'est vrai. Fait que ça, c'est notre but. Le gold standard dans le futur, là, ça va être de dire on rentre toute l'information du patient, de la fracture dans un algorithme d'intelligence artificielle, puis il nous dit chirurgie ou pas de chirurgie. Ça, ce serait comme le... Qui gère tous les risques, les bénéfices pour les deux options. Puis... Exactement. Ça, ce serait l'idéal dans le futur. Puis on n'est pas là. Mais on n'est pas loin. OK. Ben, je pense qu'on peut peut-être faire un petit résumé de tout ça, là, parce que là, on dirait que je vous écoutais parler, Jonah, puis j'étais comme, OK, oui, je me fais la chirurgie, puis après ça, j'écoutais Dr. Mo, puis j'étais comme, non, je veux plus la chirurgie. Fait que, tu sais, je pense que ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ultra... en fait, je sais pas comment dire, là, c'est pas controversé, mais c'est... Les traitements seraient bons selon le type de patient puis le chirurgien, puis il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, puis on n'a pas encore d'intelligence artificielle pour tout calculer les risques et bénéfices, fait que c'est sûr que c'est normal, mettons que moi je me rends à Saint-Jérôme puis que j'ai un orthopédiste qui me dit « t'opères », puis après ça je m'en vais à la Chenette puis il me dit « non, moi je t'opère pas », tu sais, c'est normal parce que c'est quand même assez controversé comme type de fracture. Ouais, ce que je te dirais, c'est que la meilleure conclusion de tout ça, c'est que la grande majorité des fractures de clavicule chez les adolescents doivent être traités sans chirurgie. Ça, c'est la conclusion. Parce que la majorité sont non déplacés. De ceux qui sont déplacés, probablement que pour la majorité des patients, donc là, on parle d'un sous-groupe, OK? Pour ces gens-là, qui sont une fracture déplacée, puis c'est des adolescents en dessous de l'âge de 18 ans, la majorité devrait être traitée sans chirurgie. Puis ils vont aller aussi bien que s'ils étaient traités avec chirurgie. Puis que si les gens veulent vraiment une chirurgie, ils doivent s'assurer de garder le taux de complication très bas pour que ça vaille la peine. Parce qu'après ça, à long terme, il n'y a probablement aucune différence. Puis les seuls temps pour un adolescent que ça vaut la peine de se faire opérer, c'est s'il y a une atteinte neurovasculaire, ça c'est clair. S'il y a une fracture ouverte, OK, ça c'est toutes des choses qui c'est pas discutable. Mais que si, mettons, il y a un aspect temporel à la réhabilitation, moi, je dois être de retour à ce moment-là parce que sinon, je manque ma whatever. Bien là, ça vaut la peine d'une discussion. Puis, aussi, il faut savoir les
le critère chirurgical de ce chirurgien-là. Donc, tous les résultats, c'est quoi ton taux de complication, c'est quoi. Puis, la majorité des chirurgiens, un, ne savent pas, deux, ils seront pas prêts à le dire. Hein. Moi, je suis prêt à le dire, je sais, je regarde mes taux parce que je pense que c'est important, quand on parle à un patient, de leur donner de l'information qui est réelle, pas de l'information de la littérature. Mais la littérature, ça dit 1%. Mon taux personnel d'infection, c'est 10%. Ben, moi, je voudrais pas me faire opérer, tu sais. Tu comprends? C'est important de donner l'information qui est réelle aux patients. Fait que j'essaie de garder cette information-là pour nous, là, puis de le donner aux patients. Fait que moi, c'est ça la conclusion pour moi. Merci. Je pense que c'est une bonne conclusion. J'aime la conclusion. Oui. Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode du Sideline. Si vous avez aimé l'épisode, je vous encourage vivement à liker, le partager, juste interagir parce que ça nous aide beaucoup. Si vous avez n'importe quelle question, vous pouvez les écrire en commentaire et qui sait, peut-être que ça fera l'objet d'un futur podcast éventuellement.